Bonjour à tous. La semaine dernière, lors d'un colloque, les sénateurs se sont intéressés à la vie privée, au numérique et au renseignement. Ils se sont notamment intéressés lors de l'une de ces tables rondes au rapport entre entreprise, vie privée et numérique. Car comment les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, font-elles face au défi de mieux préserver la vie privée? Comment concilier l'instantanéité du numérique et d'autre part la nécessité de mieux protéger, de mieux encadrer les données de la vie privée? Tout de suite donc, retour à cette table ronde qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat, qui était présidée par Anne-Marie Escoffier, ancienne ministre, aujourd'hui sénatrice RDSE de l'Aveyron, et qui fut à l'origine de l'un des premiers rapports sénatoriaux sur la vie privée. Je voudrais d'abord remercier infiniment Monsieur Sueur de m'avoir demandé de présider cette deuxième table ronde, essentiellement parce que lorsque j'étais sénateur il y a quelques années, 2009-2010, je le dis, nous avions avec d'autres collègues commis le premier rapport sur le droit à la vie privée. Et un premier projet de loi sur droit à la vie privée à l'ère du numérique. Nous étions sur l'homo numericus et nous avions effectivement ouvert un débat dont j'ai pu mesurer combien il avait évolué. À la suite de cette première table ronde, eh bien, je crois que nous avions presque l'ouverture sur celle qui nous concerne, avec l'intervention de Madame Ferral sur les valeurs portées par le numérique et par Internet. Oui, ces valeurs, c'est le véritable enjeu qu'il y a dans l'évolution de notre société, une société qui est très marquée par l'économie et et c'est là tout le paradoxe, entre ce besoin de commercialiser d'une part un certain nombre de marchandises, même si ce sont des marchandises qui ne sont pas matérialisées, mais qui peuvent être morales, et puis la vie privée, cette vie privée dont on peut se poser la question sur sa fin. Notre société, elle est marquée, je crois, par deux caractéristiques fortes, notamment. La première, c'est l'instantanéité, on l'a beaucoup dit, la rapidité, et ce besoin de vitesse où aujourd'hui tout le monde, le consommateur, a besoin d'aller vite. Et puis, paradoxalement, ce besoin de se protéger et de se sécuriser. Alors, tout le débat qui est le nôtre sur cette table ronde, c'est entreprises privées et publiques, parce que je pense qu'il ne faudra pas les écarter non plus, il ne faudra pas écarter les administrations publiques qui vendent aussi, qui peuvent vendre elles aussi de l'information. Comment cet échange peut se concilier, quels enjeux avec la vie privée. Pour nous en parler, nous avons ce matin 5 intervenants que je vais présenter très rapidement et qui me pardonneront de faire justement une présentation trop rapide par rapport à leur qualité. Et la 5e intervenante nous rejoindra un petit peu plus tard. D'abord, Monsieur Yves Lemuel, directeur général de la Fédération française des télécoms. Monsieur, on vous connaît aussi beaucoup parce qu'en 2000, vous étiez secrétaire général de Wanadoo et vous avez participé à la commercialisation de Livebox. Monsieur Bazot, qui est là à ma gauche, Que choisir, qui ne connaît pas cette union de consommateurs et tous les combats qu'elle mène sur des sujets qui aujourd'hui sont entrés dans notre vie de tous les jours. Monsieur Mossé, que j'ai salué tout à l'heure, de l'association ASIC, qui était tout à l'heure aussi à notre précédente table ronde, dont on a dit beaucoup de choses, agréables et peut-être un peu moins agréables à certains moments, mais qu'importe. Monsieur Mossé, vous êtes cette association qui regroupait les acteurs du Web 2.0 et la promotion du nouvel Internet. Monsieur Loïc Rivière, délégué général de l'Association française des éditeurs de logiciels et solutions Internet, donc de l'association AFDEL,
et très motivés sur le devenir, notamment des professions de l'économie numérique et l'évolution des usages. Et puis nous aurons, qui viendra en dernière intervenante, Madame Isabelle Falque-Pierrotin, que tout le monde connaît, inutile de la présenter, qui est la directrice, la présidente de la Commission nationale informatique et liberté, qui à l'heure actuelle préside une de ces commissions, comme elle le fait tous les jeudis matins, et qui nous rejoindra tout de suite après. Alors, pour ouvrir ce débat sur les entreprises de la nouvelle économie et la vie privée, Monsieur Lemoel, si vous voulez bien. Merci Madame la Ministre, merci Monsieur le Président de nous donner l'occasion d'intervenir sur ce thème qui est à la fois complexe et passionnant et qui intéresse tout à chacun, tout individu, toute entreprise, j'allais dire normalement constituée autour de la planète aujourd'hui. En effet, le thème de cette réunion met au cœur la problématique de l'Internet. L'Internet qui est, je pense qu'il est utile de le rappeler, un outil, un objet mondial. Nous sommes ici dans une enceinte ô combien noble, mais qui a une vocation nationale, et l'on parle à cet effet de quelque chose qui a une dimension planétaire. Et je pense qu'il est important de le rappeler dans ces débats. Cet outil, il permet aussi bien de collecter que d'exposer des datas, des données de tous ordres, et de plus en plus, puisqu'on l'a rappelé aussi, il y a ces données que nous émettons et ces données qui sont captées avec la croissance, l'explosion qui nous est promise donc de l'Internet des objets, de ces dizaines de milliards d'objets connectés qui vont envahir notre quotidien. Il faut aussi bien se rendre compte que cette révolution de l'Internet, et on peut parler bien sûr de révolution, est en train de changer la vie de tout à chacun au quotidien. Et elle ne la change pas que d'une manière diabolique. On a beaucoup évoqué, et c'est probablement un peu la nature de cette réunion, les côtés négatifs, néfastes de l'usage ou de l'abus d'un certain nombre de processus ou de pratiques. En réalité, l'Internet, c'est une formidable, comme le disait d'ailleurs la personne qui était à ma place tout à l'heure, c'est une formidable opportunité pour l'ensemble de la planète, pour améliorer la vie quotidienne de chacun d'entre nous et dans le futur probablement ouvrir des potentialités que l'on n'imagine pas encore. Il n'y a qu'à se tourner vers, je dirais, l'évolution du bien-être individuel, les petits bracelets que chacun peut-être commence à porter autour de sa main, autour de son poignet, et qui permettent, pour ceux qui ont le plus d'endurance, de savoir comment mieux gérer sa vie de manière équilibrée, quel type d'activité sportive il faut faire, régime il faut pratiquer, etc. Mais aussi les problématiques de santé, de télésanté, de télédiagnostic, ou bien encore de téléchirurgie, pour être encore plus précis. Mais encore, comment gérer une ville de manière intelligente, lui faire des économies d'énergie. Ou bien encore, on a évoqué, peut-être pour la critiquer un peu tout à l'heure, sous différents aspects, les problématiques de géolocalisation, mais pensons qu'il y a par exemple un projet européen qui, en matière de véhicules, s'appelle eCall, et qui va permettre de gérer, sans doute de manière plus efficace, les accidents automobiles qui se produiront, je dirais, au niveau européen, et sur lesquels on pourra faire intervenir, donc, grâce à cette géolocalisation, de manière quasi immédiate, en tout cas la plus rapide possible, les bons intervenants sur le terrain de l'accident. Il y a aussi tous les aspects concernant la formation, la façon de faire ses courses ou son ravitaillement au quotidien, etc., etc. La liste est infinie puisqu'elle touche en fait cette révolution, l'ensemble des domaines de notre activité de tous les jours. Ce qui induit aussi le fait que ces données dont je parle sont rentrées dans un univers qui est un univers marchand. Et je pense qu'il faut qu'on se le dise, qu'on soit conscient, volontaire ou non, cet univers marchand existe. Et il y a donc une valeur attachée à chacune de ces données qui est en quelque sorte une monnaie d'échange.
quand vous laissez des données spontanément ou non sur le net pour avoir accès à une application, etc., vous avez derrière, la plupart du temps, accès à un service qui va vous procurer un certain nombre d'informations que vous recherchiez. Donc cet échange est aussi important dans la préoccupation qu'on peut avoir dans ce domaine. Alors, valeur marchande d'un côté, mais aussi valeur, je dirais, plus à caractère moral de l'autre, avec évidemment des données personnelles qui ont un caractère intime et dont vous allez laisser la trace tout au long de votre pratique du net au quotidien. Et finalement, l'enjeu de notre débat aujourd'hui, c'est de savoir comment concilier ces deux aspects, économiques et donc avec cet aspect marchand que j'évoquais, et valeur morale que constitue donc la vie privée. Dans cet équilibre qu'il faut trouver, il y a bien évidemment, et j'y reviendrai, il ne faut pas construire, j'allais dire, d'abri anti-numérique d'un côté, et par ailleurs, il ne faut pas non plus avoir de naïveté excessive face, je dirais, à ce qui est proposé ou à la pratique de certains de ces internautes. Dans un monde, et Madame la Présidente le rappelait à l'instant, où l'instantanéité et l'universalité priment. C'est immédiat. Bonjour Isabelle. Et donc on est dans cet espace, j'allais dire, quasi universel, dans lequel nous nous situons, nous, opérateurs de télécommunications, et probablement ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quel rôle nous pouvons jouer dans ce cadre-là. Et qu'est-ce qu'attendent ces internautes qui pratiquent les réseaux tout autour de la planète et par lesquels nous sommes des intermédiaires, pour lesquels nous sommes des intermédiaires. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que on est passé avec le monde de l'Internet d'un monde dans lequel il y avait une énorme majorité d'individus qui étaient des consommateurs et qui s'en remettaient à quelque part des sachants, appelons-les comme ça pour l'instant, qui donc délivraient des producteurs d'informations, que ce soit dans le monde de l'éducation, dans le monde du juridique, dans le monde de la culture, etc., à un monde dans lequel on a maintenant des producto-consommateurs, c'est-à-dire que chacun produit et consomme en même temps ces informations. Et donc, les attentes de ces consommateurs, producteurs aujourd'hui, sont évidemment sensiblement différentes de ce qu'était celle de l'attente du consommateur initialement. Et donc, l'objectif que nous avons tous, c'est de créer un univers, idéalement un univers de confiance, mais qui soit aussi un univers de sécurité, sécurité allant avec confiance, mais également, et je pense que j'insisterai là-dessus dans le cours de mon propos, un univers dans lequel on laisse une large place à l'innovation. Et il est très important dans ce monde qui est en mouvement perpétuel de permettre aux entreprises de continuer à innover, d'apporter des services nouveaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Internet, c'est aussi une formidable opportunité d'améliorer la vie de chacun et la vie de la communauté. Et donc, qu'est-ce que nous faisons, nous, opérateurs, dans ce domaine-là? Eh bien, on est des contributeurs, on essaie en tout cas, dans ce monde de la confiance numérique, à apporter un certain nombre de choses, notamment sur la sécurité des échanges et la lutte contre la cybercriminalité. Évidemment, nous ne le faisons pas seuls, nous n'avons pas de ce point de vue-là de légitimité particulière, on le fait sous la directive, les orientations des pouvoirs publics. Et d'ailleurs, nous nous réjouissons de voir qu'aujourd'hui, cette question est devenue centrale et fait l'objet donc aujourd'hui de ce séminaire, mais également d'un certain nombre de réflexions qui sont menées dans différentes enceintes. Ce qui est, à titre d'exemple, pour indiquer ce que font les opérateurs dans ce domaine-là, vous vous souvenez qu'au début de l'année dernière, nous avions, de cette année, pardon, nous avions une demande du Premier ministre qui demandait à ce que les serveurs de messagerie français donc, soient sécurisés pour les FAI, les fournisseurs d'accès à Internet.
Donc je peux vous dire aujourd'hui que cette action a été prise évidemment immédiatement en charge par les opérateurs avec lesquels nous travaillons à la Fédération, et que avant la fin de l'année, cette sécurisation des messageries Internet sera en place donc sur les FAI français. Donc ça, c'est typiquement un travail que nous menons en collaboration donc, avec les services de l'État et sur lequel il y a évidemment je dirais, un processus d'échange de façon à aboutir à des solutions qui nous apparaîtraient les meilleures possibles. Et on le sait, on l'a vu récemment encore, et on l'a vu encore par d'autres acteurs que les opérateurs, mais tout le monde est aujourd'hui la cible de ces cyberattaques. Hein. Il s'agit de protéger l'ensemble des acteurs de cette chaîne que constitue l'Internet au niveau mondial. Autre domaine dans lequel nous travaillons, en particulier avec la NSSI, tout ce qui concerne, j'allais dire, la qualification et la sécurité des équipements que nous utilisons dans nos réseaux. Et donc là, on a un travail assez intime avec la NSSI sur ce domaine-là. Les réseaux eux-mêmes, les équipements, les réseaux et aussi les communications. Hein, donc 3 dimensions dans ces travaux qui sont menés avec la NSSI. Et puis, ceci a été évoqué à différentes reprises également, nous sommes aussi des acteurs dans ces domaines que l'on appelle l'interception au sens large, avec plusieurs modalités, que ce soit l'interception et réquisition judiciaire qui ont été évoquées, ou des processus d'exception hein, qui sont aujourd'hui en place et dont il a déjà été dit un certain nombre de choses tout à l'heure, sur lesquelles je ne reviendrai pas pour être suffisamment court. Avec également l'extension qui a été donnée à ces processus dans le cadre de la LPM qui vient d'être adoptée donc en fin d'année dernière. Donc ça, c'est un premier volet de contribution active sous l'autorité des pouvoirs publics, donc des opérateurs, à la création de cet univers de confiance dont on a besoin et que j'évoquais précédemment. Deuxième élément peut-être qu'il faut noter, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais il est important de voir que le cadre dans lequel nous évoluons n'est une fois encore pas que national. Il y a toute une préoccupation au niveau européen. Il y a en ce moment même, je dirais, une discussion autour du projet de règlement des données personnelles qui doit réformer la directive de 95. Et donc on est sur ce domaine-là, bien sûr, très allant pour que cette uniformisation, cette homogénéisation du cadre réglementaire au niveau européen se fasse. D'abord entre tous les pays, mais aussi, et nous y sommes très attachés, nous opérateurs, se fasse entre tous les acteurs. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un secteur particulier qui est celui des opérateurs qui soit visé en ce sens, mais que ce soit bien l'ensemble des acteurs de la chaîne du numérique qui soient concernés par la mise en place de ce cadre. Et on sait que c'est particulièrement difficile, sachant qu'un certain nombre de ces acteurs, on en a parlé, et Moshe qui est à ma gauche en parlera également tout à l'heure, ont une vocation internationale. Donc on est dans un domaine qui est beaucoup plus vaste et qui n'est pas facile à appréhender, on le sait tous ici. Donc on est sur ce domaine du règlement européen parfaitement aligné sur les problématiques d'harmonisation, comme j'évoquais tout à l'heure. On est en revanche un peu soucieux sur au moins, j'allais dire, 2 autres aspects parmi les propositions ou les éléments qui sont dans ce règlement à ce stade aujourd'hui. La problématique, une des problématiques qui consiste à en voulant trop bien faire, c'est-à-dire en essayant de protéger le mieux possible le consommateur. Je prends un exemple, celui du recueil du consentement. Il y a plusieurs éléments dans ce dispositif qui est prévu. On va vers une complexification, y compris pour le consommateur lui-même, de ce que l'on veut mettre en place, avec un risque que j'allais dire, le consommateur bâcle un peu ce sujet en cochant ou ne cochant pas les cases ou en étant pas assez attentif finalement à ce qu'il est proposé. Parce que s'il y a toutes les pages
il faut quelque part cliquer sur un index ou faire avoir une manipulation. On voit bien le frein que ça représente quand on connaît l'appétit donc de ces nouveaux consommateurs à naviguer sur le web. Donc ça, c'est une première préoccupation. Il y a différents éléments. Une fois encore, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui forcément, mais il y a plusieurs éléments qui nous font craindre que, à travers ce règlement, on complexifie, je dirais, un peu trop ce dispositif de protection du consommateur. Il y a un deuxième élément d'alerte aussi que l'on voudrait mettre en avant dans ce dispositif qui est prévu, c'est celui qui risque d'être, toujours en voulant bien faire, d'être un frein à la possibilité de développement de nouveaux services. On parle par exemple de minimisation des données et on voit, bien sûr, ça peut être l'intérêt, c'est-à-dire l'utilisation des données qui sont celles dont on a besoin et pas des autres, et donc l'élimination des autres. Pour être simple, on comprend bien cette préoccupation, évidemment. Le problème, c'est que quand derrière, on cherche à développer en France et en Europe, j'allais dire, toute une industrie, des leaders dans le domaine de la gestion du big data et de la gestion de ces données, on voit bien la limitation qu'on introduit dans ce cadre géographique, alors qu'une fois encore, on est sur un territoire qui est mondialisé aujourd'hui. Donc, nous, notre alerte dans ce domaine-là, c'est de dire attention à ne pas handicaper le développement d'activités et d'entreprises nationales ou européennes, donc par, je dirais, cette volonté de trop bien faire. Alors vous nous direz qu'est-ce que vous proposez à la place, puisque vous êtes d'accord sur le fond, qu'est-ce que vous proposez à la place? Nous, je dirais, pour une fois encore être simple, ce que nous pensons, c'est qu'il s'agit dans ce cadre-là d'être le plus souple possible et en capacité d'adaptation permanente à cette évolution fulgurante de l'Internet et de son environnement. Et donc ce que nous privilégierions, c'est plutôt, j'allais dire, la production de codes de bonne conduite sous l'autorité, sous l'égide des pouvoirs publics sur les différents sujets, avec le contrôle des instances qui vont bien, plutôt que d'inscrire à chaque fois dans le marbre et dans la loi, qui ensuite devra être, dans un certain nombre de cas, précisé par des décrets, etc., ce qui concerne l'évolution de ce secteur. Une fois encore, il faut qu'on vive avec notre temps, il faut qu'on vive avec le rythme de l'Internet, qui est un rythme échevelé, vouloir sacraliser au-delà des principes qui sont des principes nécessaires et qui, eux, doivent être incontestables, au lieu de vouloir détailler chacun des éléments, risque dans ces lois de handicaper l'évolution des acteurs nationaux européens. Il n'y a pas de raison que nous ne bénéficions pas sur ce territoire des mêmes possibilités de développement que peuvent avoir d'autres acteurs au niveau mondial sur des territoires plus larges. Donc ça, c'est un premier point. Toujours dans ce domaine du cadre réglementaire, un autre souci, et je passe aussi rapidement, mais c'est simplement pour évoquer le sujet, on est aujourd'hui dans un moment de négociation, j'allais dire transatlantique, entre l'Europe et les États-Unis pour créer ce grand domaine de libre-échange entre les deux continents. Il nous semble important que ce sujet qu'on a évoqué tout à l'heure du Self-Harbor Agreement soit aussi fasse partie aussi du cadre de cette discussion. Parce qu'il y a des choses qui seront probablement mises en place en Europe. Et il serait quand même très dommageable que, par la volonté d'autres acteurs de l'autre côté de l'Atlantique, ceci ne puisse pas s'appliquer ou s'applique avec des contraintes qui sont difficiles à comprendre donc dans notre cadre européen. Ça, c'est un autre point. Et je voudrais aussi citer, puisqu'on est dans le domaine dans la maison du législateur ici, un autre point de préoccupation que j'ai pu un peu évoquer tout à l'heure, qui est celui de la création de la législation qui viendrait aussi un peu handicaper l'évolution du monde dans lequel nous sommes et du coup la compétitivité des entreprises nationales. Et je prends un exemple simplement, il y en aurait beaucoup d'autres, mais j'en prends un
qui est celui d'une proposition de loi qui a été examinée par la Commission des lois récemment au Sénat, qui est celui sur la biométrie. Il se trouve qu'en matière de biométrie, il y a probablement un immense champ à développer qui sera certainement producteur d'éléments extrêmement intéressants. Certes, il y a un aspect qui doit s'appliquer à tout ce qui concerne la sécurité des biens et des personnes, etc., et privilégier ce domaine-là. Mais il y a aussi des tas d'autres aspects qui peuvent faciliter la vie au quotidien des individus que nous sommes de tous les jours. Et je voudrais simplement souligner que nous avons sur notre territoire, en France, des leaders mondiaux dans ce domaine qui ont développé mieux que d'autres dans d'autres pays des capacités, des connaissances et des produits et des services qui sont sécurisés et qui permettent de gérer donc cette sécurité de la biométrie, de l'usage de la biométrie. Et il serait intéressant, voire indispensable, de leur laisser vivre cette expérience au niveau national plutôt que de les cantonner dans cet univers. Et dernier point, j'en finirai. Ce que je voulais dire, c'est que pour réaliser cet équilibre que j'évoquais tout à l'heure entre la protection du producteur-consommateur que j'évoquais et puis le développement de cette société numérique et des bienfaits de cette société numérique, je pense qu'il faut être prudent, comme je viens de l'évoquer, sur la législation. Trop réglementée risque aussi d'être contre-productif. En revanche, je pense qu'il y a un axe qui a été d'ailleurs souligné par la Quadrature du Net tout à l'heure, qui est celui de la formation. Il faut que nous soyons tous, à tous les niveaux, du consommateur aux entreprises, des acteurs de cette compréhension du monde dans lequel nous sommes et des acteurs de l'efficacité, de la sécurité, de la confiance. Ça n'est pas que le rôle des pouvoirs publics, ça n'est pas que le rôle des entreprises, c'est aussi le rôle du consommateur. Et je pense que Isabelle Falque-Pierrotin y est particulièrement attachée, elle saura en dire beaucoup plus long que moi sur ce sujet, mais la formation me semble être un élément absolument majeur de compréhension du monde dans lequel nous sommes pour que cette confiance numérique s'instaure. Merci, merci. Je n'avais pas pris le soin au tout début de préciser que nous essayons de tenir 10 minutes chacun pour laisser aussi un peu de temps et d'espace à nos participants. Monsieur Bazot, vous avez entendu parler innovation, vous avez entendu parler aussi univers de sécurité et de confiance, et je sais que l'UFC y est très vigilante. Je vous laisse le soin de nous en parler. Oui, merci Madame la Ministre, merci Monsieur le Président, merci d'accueillir l'UFC Que Choisir dans cette instance pour parler d'un sujet majeur, le numérique, qui est au cœur de la société. Et c'est un événement tout à fait formidable et je rejoins l'interlocuteur précédent, mais il est vrai qu'on doit, à l'UFC Que Choisir, rester une vigie sur les enjeux par rapport aux consommateurs. Et ça a été dit, il est vrai que ce numérique, c'est un véritable Big Bang qui nous oblige qui n'épargne aucun secteur, qui oblige absolument à tout revisiter, que ce soit l'approche des sciences, que ce soit la santé. On a parlé beaucoup d'éducation, je compte y revenir. Et puis la science économique et puis les sciences juridiques. Sciences économiques parce qu'il y a effectivement un phénomène tout à fait nouveau. Il y a un nouveau modèle économique qui s'établit basé sur une nouvelle matière première qui est la donnée personnelle et qui vient du citoyen ou du consommateur lui-même. Et ce qui apparaît évidemment, c'est l'exploitation nouvelle et massive des données, de plus en plus précises, de plus en plus fines sur les individus, les internautes, les consommateurs. Et c'est ça qui est au final source de revenus. On a un mode là de financement, ça a été dit, on monétarise maintenant, on donne une valeur économique à ces données. Et c'est assez rare, ça existe dans d'autres domaines. Le consommateur lui-même produit la matière première, comme les déchets. Il y a quand même des entreprises qui ne vivent que parce que les consommateurs produisent toujours et toujours plus de déchets. Je ne parle pas des données personnelles. Et puis, donc,
modèle économique tout à fait nouveau, et puis évidemment, sciences juridiques qu'il faut quand même largement revisiter. On voit bien quand même que le droit craque sous le butoir de cette nouvelle révolution. On voit qu'il faut l'adapter et revenir, je partage un certain nombre de propos qu'on a tenus tout à l'heure et puis dans le panel précédent, il faut revenir sans doute à des fondamentaux et ensuite repenser ce qui se construit repenser complètement ce qui se reconstruit sur ces fondamentaux. Je prends l'exemple, parce qu'il est au cœur du sujet, de la protection de la vie privée. Bon, il se trouve que j'ai fait des études de droit, nul n'est parfait, et je me souviens, c'était fin des années 70, quand on parlait de la vie privée, il y avait un article, l'article 9 du Code civil, qui indique que chacun a droit au respect de l'intimité de sa vie privée. Je dis bien l'intimité. Il faut déjà faire la distinction entre la vie privée et l'intimité de la vie privée. Mais à l'époque, c'était quoi les enjeux? La jurisprudence, c'était quoi? C'était savoir finalement si une personne publique avait une personne privée. Il n'y avait pas de contentieux sur la vie privée de Madame Michu, parce que personne ne s'intéressait aux données personnelles de Madame Michu, à part sans doute sa voisine. Et on s'intéressait à savoir si voilà, il y a une atteinte à la vie privée de Jean Gabin, parce qu'on l'avait photographié sur son lit de mort. Et on disait, ah ben non, puisqu'il est mort, il n'y a plus de vie privée. Enfin bref, c'était ça. Bon. Et l'article 9, il est toujours là, et on voit bien qu'aujourd'hui, il est quand même un peu dépassé, et on était dans un contexte quand même de confiance, parce que le corollaire de ce principe sur lequel il y avait une grande confiance de l'opinion publique, le corollaire, c'était quand même l'inviolabilité du domicile, c'était le secret des correspondances. Hein. Le facteur en faisait confiance, on savait qu'il n'allait pas ouvrir la lettre. Aujourd'hui, les mails... Hein, les mails, il n'y a plus d'enveloppe. On sait très bien que tout le monde, sans doute, peut les lire. Et puis le domicile, maintenant, on peut parfaitement rentrer dans le domicile, ni par la porte, ni par la fenêtre, mais par d'autres moyens qui sont les moyens modernes. Donc on voit bien qu'un certain nombre de choses conçues dans l'univers matériel volent en éclats dans l'univers d'Internet. Et l'enjeu, c'est bien sûr l'intensification de la collecte de ces données, et la prise de conscience par l'opinion publique, les consommateurs, des usages qui peuvent être abusifs de ces données récoltées massivement et qui peuvent être donc préjudiciables. Premier élément, c'est la conscientisation, qui a pris un tout petit peu de temps, mais ça va tellement vite. Regardez la fulgurance de Facebook, a fallu un petit temps pour une conscientisation. Quand je dis une conscientisation, ça reste quand même assez intuitif. Il y a encore beaucoup de choses qui passent complètement au-dessus de l'entendement des personnes considérées. On a fait une vaste enquête et on a été très surpris. C'était pour les 60 ans de notre association en 2011, auprès de 60 000 consommateurs. On a été surpris de voir que le respect de la vie privée, eh bien, c'était une des préoccupations majeures des consommateurs. C'était vraiment très surprenant pour nous qu'il y ait déjà cette alerte, même si, face à ça, évidemment, il y a encore une forme un peu de passivité de la part des intéressés. Alors, donc la question de l'adaptation du droit se pose, et il est posé, on l'a vu dans le cadre européen, il faut effectivement un cadre au moins européen pour régler cette problématique. Alors, la conscientisation a emmené et risque d'emmener un sentiment de méfiance. Et ça, il n'y a rien de pire que pour le développement d'une économie que le développement de la méfiance. Et il y a un risque, si la méfiance reste là ou si elle arrive, qu'il y ait un sacré retour de bâton. On ne sait jamais comment les mouvements de personnes peuvent se faire. D'un seul coup, un stress. On le voit dans d'autres secteurs, hein, un mouvement de stress, manque de confiance dans la viande. D'un seul coup, plus personne n'achète de viande. C'est absolument dramatique. Alors, il faut donc avoir conscience de cet enjeu, et il faut donner confiance. Et pour nous, donner confiance, c'est permettre aux consommateurs de maîtriser, ou à l'internaute de maîtriser ces données. C'est la clé. Et j'aime pas trop quand on dit trop de protection du consommateur. Vous n'entendrez pas l'UFC Que Choisir demander de la protection. On veut des consommateurs responsables, avec des droits, avec une conscientisation. Et les consommateurs ne sont pas des imbéciles. Si on leur donne toutes les clés, ils sauront prendre les bonnes décisions adaptées à ce dont ils ont besoin. Et le point d'équilibre, il est là.
c'est pas mettre sous tutelle. Quand on dit qu'on protège les consommateurs, je ne supporte pas, ce ne sont pas des incapables. Faisons des consommateurs des gens tout à fait capables et responsables. Alors l'enjeu, c'est le consentement éclairé. Et alors là, évidemment, le consentement éclairé, c'est quelles sont les données que vous allez me prendre et vous allez en faire quoi? Ça se réduit à ça. Après, je dis oui, je dis non. On verra les modalités de dire oui et dire non. Vous avez soulevé, Monsieur Lemoyle, une question cruciale de comment on donne le consentement. Mais d'abord, il faut donc travailler dans cette optique-là. Donc, 1, maîtrise des données, 2, sécurisation des données, puis enfin, le rôle du régulateur et comment on applique ces éléments-là. Pour qu'il y ait un contrôle par le consommateur, il faut l'affirmation très forte d'un droit pour le consommateur à ce contrôle. Contrôle des données, et pour que ce droit soit conçu de telle sorte que le consommateur exerce effectivement ce droit-là. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est dans le projet de règlement. L'effectivité du droit. On en a marre des droits qu'on donne, qu'on surajoute aux consommateurs et qui n'ont strictement aucune effectivité, qui sont des postures de principe. On se donne bonne conscience et ça ne fonctionne pas. Donc, le point cardinal pour maîtriser les données, c'est quand même la transparence. Alors là, moi, je veux bien qu'on dise aux consommateurs, il faut le former, il faut qu'il soit responsable. Avez-vous cherché à comprendre les données des conditions générales de Facebook, de Google+, de Twitter? Je vous lance le défi. On a passé 6 mois avec des équipes de juristes à voir ces conditions qui sont pléthoriques, opaques, elliptiques, 80 liens hypertextes, parfois en anglais, quand on connaît le niveau de culture anglaise des Français, on imagine bien que la moitié ne les comprennent pas. Bref, c'est un parcours kafkaïen pour savoir quelles sont les conditions générales. Et je note au passage d'ailleurs que vous pouvez ouvrir un compte Facebook, vous n'avez même pas besoin de cliquer de façon très fictive, oui, je consens aux conditions générales, vous pouvez ouvrir un profil sans même qu'on vous demande si vous consentez ou pas. Donc on est dans un univers complètement fictif. Les opérateurs, là je parle des réseaux sociaux, avancent de façon complètement masquée. Et donc nous, une solution qu'on propose, qui est quand même assez simple, nous sommes favorables à la mise en place d'un dashboard. C'est-à-dire que, de toute façon, que le consommateur clique ou ne clique pas, ça ne va rien changer. Comme ça a été dit tout à l'heure, il ne va pas aller lire des pages qui sont imbuvables, incompréhensibles. Un dashboard, c'est-à-dire qu'à tout moment, eh bien, l'internaute, le consommateur, pourra avoir accès à une page sécurisée. Une page sécurisée avec, pourquoi pas, plusieurs boîtes. Avec voilà les données que je récolte sur vous qui sont nécessaires pour vous rendre le service, par exemple une adresse, si je vous livre un produit. Voici les données qui sont là pour mieux vous servir, donc qualité du service, et puis voilà les données que je m'apprête à céder ailleurs et à qui, voilà. Et à tout moment, le consommateur, il peut vérifier qu'est-ce qu'on a pris sur lui et pourquoi en faire, et il peut récupérer le droit de dire, ben non, je dis oui ou je dis non. Et on part du principe qu'il ne faut pas que le droit fondamental, ce soit de dire, a priori je suis nu, vous me mettez tout nu, sauf si je dis je garde la petite culotte, je garde le haut, je garde le bas. Non, le consommateur, il est habillé, et si on veut qu'on le déshabille, il dit au fur et à mesure que ça, il veut bien le communiquer au tiers, et ça, il ne veut pas. C'est un principe fondamental, on ne rentre pas dans la surréglementation, on est sur des principes fondamentaux. Deuxième élément, c'est la sécurisation des données. On en a déjà beaucoup parlé. Très rapidement, a priori, la sécurisation, bien sûr, ça repose sur des dispositifs techniques. La création, sans doute, d'une norme ou d'une certification mondiale, notamment pour les serveurs. Et puis, sur l'aspect a posteriori, c'est bien sûr un contrôle des autorités de régulation. Et puis, c'est, si on veut une vraie transparence, lorsqu'il y a des fuites, du piratage, du vol de données, il faut que les intéressés soient informés. Alors, il y a un principe qui existe déjà pour les opérateurs de télécommunications. Le règlement devrait l'étendre. Simplement, entre le droit et puis la pratique, on a vu quand même tout récemment Orange, le temps qu'il a mis pour informer que ceux qui étaient destinataires de la newsletter, finalement, on avait pu remonter à un certain nombre de données les concernant.
Donc voilà, projet de règlement va nous satisfaire plus tôt. On est un peu dubitatif quand on dit qu'il faut informer les autorités de contrôle sur 72 heures, mais lui, le consommateur, c'est sans retard indu. Indu, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Dernier point très rapide, c'est sur l'application de ces règles et puis le rôle de la régulation. Évidemment, nous pensons que la protection et les droits des consommateurs doivent se faire indépendamment de l'emplacement des données. On sait qu'il y a un enjeu de savoir, et notamment en Europe, quel régulateur sera compétent. On s'achemine vers un guichet unique, ce serait l'opérateur à tel endroit. Alors, ce n'est pas parce que le droit va être harmonisé sur le plan européen que le forum shopping n'est pas un risque pour nous. Je veux dire par là que si l'entreprise décide de s'implanter en Irlande, je ne suis pas sûr que si tout le règlement des conflits va à l'autorité de régulation d'Irlande, cette même autorité ait toutes les capacités techniques, financières, bref, une surface suffisante pour nous rassurer dans la façon de traiter les éventuelles difficultés. C'est la raison pour laquelle nous nous appelons de nos voeux qu'il y ait à chaque fois un processus qui consiste à associer l'autorité de régulation nationale, par exemple la CNIL française, elle ne pourrait pas être en dehors du dossier lorsqu'il s'agit de régler un cas d'un consommateur français avec un opérateur qui a décidé d'être en Irlande. Donc voilà, quelques aspects, évidemment. J'ai été à quelques aspects essentiels. On ne peut pas, sur un sujet aussi vaste, tout dire en 10 minutes, et je crois même avoir dépassé. Bien sûr, nous sommes conscients des enjeux économiques qui sont attachés au financement de l'économie numérique, mais les limites à un usage, je dirais, débridé de la collecte de données et du profilage, eh bien, ces limites, ça doit venir que de la libre volonté des internautes, des consommateurs eux-mêmes. Ça doit être l'outil au final, de la régulation dans un secteur comme celui-ci. Voilà les éléments de réflexion que je voulais livrer cette fin de matinée avec vous. Merci, Monsieur Bazot, d'être resté dans le temps qui vous était imparti. Vous nous avez invités à une plus grande conscientisation du consommateur, informé, libre décideur de son propre avenir. Monsieur Mossé, peut-être que vous allez prolonger ce débat, alors en évoquant sur les plans plus juridiques, parce que j'ai oublié de noter que vous étiez directeur des affaires publiques et juridiques de Microsoft aussi. Merci, merci Madame la Ministre. Je vais essayer de tenir dans le temps sur un sujet qui évidemment est un sujet d'une grande complexité. Je cherchais comment m'interroger sur cette question et finalement j'ai trouvé chez Woody Allen la réponse à la façon dont je vois les choses. Il disait je m'intéresse à l'avenir car c'est là que j'ai décidé de passer le restant de mes jours. Et je me dis que sur cette question du numérique, des données personnelles, à l'ère du big data, eh bien, en réalité, nous sommes confrontés à quelque chose qui est déjà en marche. Et la question qui nous est posée, c'est vraiment, véritablement, de savoir comment nous allons pouvoir apporter des réponses efficaces. Des réponses efficaces parce que de quoi parle-t-on de manière très concrète? On parle de 2,5 exaoctets de données qui sont collectées chaque jour. On parle de 10 milliards de choses qui ne sont on pourrait même parler d'objets à l'heure des objets connectés qui sont connectés chaque jour. On est donc confronté à une dimension tout à fait comment dirais-je, exponentielle de collecte des données. Et le phénomène est déjà là. Donc la question qui nous est posée est de savoir comment nous pouvons efficacement répondre à ce phénomène et non pas regarder dans le rétroviseur comme si l'on cherchait à imaginer un monde qui serait sans cette collecte des données. Et j'ai envie de répondre en 2 temps à l'interrogation qui nous est faite aujourd'hui. Je le ferai à la fois au nom de l'ASIC, mais Benoît Tabaka de Google l'a déjà beaucoup fait tout à l'heure, donc je éviterai de répondre trop, de répéter ce qu'il a dit, et je donnerai parfois le point de vue de Microsoft à cet égard. Et je ferai 2 types de commentaires. Le premier, c'est que nous sommes face au temps des opportunités. Temps des opportunités sur le plan économique et social. Mais également, et ce sera le deuxième temps de mon développement, le temps des opportunités pour rendre plus efficaces les droits et libertés fondamentaux.
puisque c'est la question qui nous est posée aujourd'hui. Et j'irai finalement assez vite sur la question économique, parce que tout le monde le sait, il suffit de se reporter par exemple au rapport de la Commission européenne de septembre 2012 à propos du cloud computing, où elle montre que cette économie autour de l'informatique en nuage, et donc de l'économie de la donnée en grande partie, est de nature à générer d'ici à 2020 un point supplémentaire de PIB, la création de 2,5 millions d'emplois supplémentaires en Europe. Une étude récente d'IDC montrait que pour les seules entreprises françaises, s'agissant du big data, il y avait la possibilité, là aussi, de générer jusqu'à 54 milliards d'euros de valeur supplémentaire, parce que l'on va imaginer des nouveaux usages, des nouveaux modèles économiques. Et ces nouveaux usages, ces nouveaux modèles économiques, ils peuvent être, bien évidemment, on le voit tous les jours avec les magasins d'applications sur nos smartphones, sur le web avec des nouvelles innovations, mais qu'on va retrouver au-delà de nos champs de particuliers dans le monde de la santé, parce qu'on va pouvoir, notamment avec le big data qui gère de la donnée, eh bien, travailler sur l'épidémiologie, envisager, on a fait une expérience avec Microsoft en traitant les données dans un hôpital, de voir par rapport aux infections nosocomiales, peut-être qu'il fallait déplacer certaines chambres, certains matériels pour anticiper les risques d'infection nosocomiale. Donc on peut avoir un vrai progrès social grâce à ce big data. Et on parle souvent de réforme de l'État, ben c'est sans doute là également un gisement incroyable, phénoménal, au-delà de la ville intelligente, eh bien, de renouer avec plus d'égalité des services publics, plus de continuité, plus d'adaptabilité des services publics, de mutabilité des services publics grâce à cette gestion de la donnée. Donc c'est un temps des opportunités sur le plan économique et sur le plan social et sociétal, c'est évident. Mais et c'est là que je crois qu'il y a quelques lignes de, si ce n'est de fracture, d'interrogation qui se posent entre un certain nombre d'acteurs. Et je ne suis pas certain que les réponses soient toujours homogènes au sein même de l'industrie. La question de la donnée, la question du big data, repose inévitablement la question de l'efficacité des droits fondamentaux. Et de temps en temps, ce n'était pas le propos d'Yves Lemoine, mais de temps en temps, on sent monter cette petite musique de l'innovation qui ne devrait pas être arrêtée par les droits fondamentaux. Et je veux dire ici que je ne crois pas à l'idée que l'innovation serait menacée par la garantie des droits. Je pense même profondément que ce vers quoi nous allons est le temps de l'innovation responsable. À savoir que cette question de l'innovation doit intégrer, les anglo-saxons disent by design, par la conception, cette préoccupation de la société sur la garantie des droits, qui d'ailleurs n'est pas que celle de la vie privée, qui va bien au-delà s'agissant des questions qui sont posées. Et là, c'est un sujet où il y a place pour l'économie, pour un gisement de création d'entreprises qui permettra peut-être d'offrir encore plus de nouveaux usages avec de meilleures garanties pour les citoyens. Et je voudrais donner à cet égard quelques illustrations et quelques exemples concrets. Yves Lemoine l'a dit tout à l'heure et M. Bazot l'a répété à l'instant, la question de la confiance est centrale. La question de la confiance est centrale. Tout ce que j'ai évoqué sur la question des opportunités économiques et sociétales ne se déploiera que si la confiance est là. Et cette confiance, elle suppose la transparence. La transparence à l'égard des utilisateurs qui peuvent être des entreprises, des services publics et des individus. Comment la réaliser? J'ai l'habitude de le dessiner à travers un triptyque qui dessine le rôle de chacun. Le premier étage de ce triptyque, ou le premier étage de cette fusée, c'est la régulation. Et la régulation, elle n'est pas dans la main des entreprises. La détermination des principes fondamentaux n'est pas dans le champ de la décision des entreprises. Je le dis vraiment très, très nettement parce que le droit à la vie privée, c'est un droit fondamental. Et moi, je ne voudrais pas qu'à cette occasion, on voit s'affronter, comme ça peut être le cas récemment, l'idée qu'il y a une confrontation entre le droit à la vie privée et la liberté d'expression. Parce que philosophiquement, ça me choque un peu, puisque la vie privée a peut-être même précédé à la liberté d'expression, puisque en échappant au contrôle social, on se forge une opinion libre et on est en mesure de l'exprimer. Donc, dire que l'un est antagoniste à l'autre, ça me paraît philosophiquement et historiquement un peu brinque-ballant. Mais surtout, dans notre tradition juridique, on a l'habitude de concilier les droits fondamentaux.
c'est assez classique, assez banal de considérer qu'à un moment donné, des droits peuvent entrer dans une sorte de friction et qu'il faut trouver le point d'équilibre. Et c'est ce vers quoi, évidemment, nous devons tendre à cet instant. Et je crois donc qu'il faut vraiment considérer qu'un certain nombre de principes sont dans le champ démocratique, dans le champ du politique, et sont l'expression des valeurs fondamentales de la société à laquelle nous appartenons. Et il n'est pas à la technologie de décider de ce que sont les principes qui font sens en collectivité. Et donc la régulation, c'est un étage qui est du champ du politique, et Yves a raison. Pour qu'elle soit efficace, il ne faut pas qu'elle rentre dans un flot de détails qui la rendrait obsolète au regard de la vitesse qu'est le développement du monde de l'économie numérique. Il faut que ce soit des principes clairs, simples, efficients, à partir desquels on puisse ensuite, effectivement, construire des réponses adaptées en fonction des évolutions, des nouveaux usages, des nouveaux produits qui peuvent sortir, des nouveaux services qui peuvent apparaître. Et c'est le second temps qui est celui de la co-régulation. La co-régulation, ça n'est pas, encore une fois, que l'entreprise viendrait décider seule de ce qui est souhaitable. C'est qu'il y a un dialogue qui peut se nouer entre les parties prenantes, y incluant les régulateurs. Qui sont des régulateurs, le cas échéant sectoriels, c'est le cas dans le champ des données personnelles, mais ça peut faire appel à d'autres régulateurs, y compris d'ailleurs le juge qui est finalement d'une certaine façon également un régulateur. Et moi je voudrais donner un exemple récent qui est plutôt tiré du monde de l'entreprise, mais nous avons intégré dans nos contrats ce qu'on appelle les clauses contractuelles types de l'Union européenne, qui sont des clauses qui permettent de donner des garanties aux entreprises qui recourent à nos services de cloud computing et qui leur donnent des informations, y compris via un audit auquel elles ont droit, une information sur le fait que nos sous-traitants obéissent aux mêmes règles, aux mêmes garanties, et puis, puisqu'on parlait de droit à l'oubli, au fait que si nos clients décident de sortir de nos services, on détruit les données. Nous ne les conservons pas. Il y a une forme de droit à l'oubli, si j'ose dire. Et ça a été un travail qui a pris plusieurs mois avec les régulateurs européens, le groupe de l'article 29, y compris la CNIL, qui a abouti à une reconnaissance de ce qu'est cette clause contractuelle type correspondait au principe du droit de l'Union européenne. Ce n'est pas une validation pour tous nos services, pour toutes nos activités, c'est sur un point précis, mais dans ce dialogue qui s'est noué, il y a eu un échange pour comprendre ce qu'étaient véritablement les enjeux, et on met en œuvre finalement le principe qui est posé dans la régulation. Et puis il y a le troisième étage qui est celui de l'autorégulation. Et le principe de l'autorégulation, c'est un principe, alors c'est un principe un peu ambivalent ou ambigu, parce que souvent certains avancent l'autorégulation pour une manière de dire qu'il ne faut pas de régulation. Sur ces sujets-là, je l'ai dit, je pense qu'il faut des règles qui procèdent du champ démocratique. Et l'autorégulation, c'est donc, dans ma vision des choses, un étage supplémentaire qui ajoute, un peu comme on a connu le principe de faveur en droit social, c'est quelque chose qui va plus loin que la règle établie. Et ça rejoint le champ de la technologie. Je parlais d'innovation responsable. On peut, par la technologie, ajouter des fonctionnalités qui protègent encore mieux les données. On évoquait le dashboard, qui est un élément essentiel. Nous avons introduit le Do Not Track by Default. On a été la première entreprise à introduire ça pour, effectivement, par défaut, éviter que les gens ne soient traqués lorsqu'ils circulent sur Internet. Il y a 5 ans de cela à peu près, nous avions répondu favorablement à une demande du groupe d'article 29 qui était de limiter à 6 mois la conservation des adresses IP pour les logs de connexion sur notre moteur de recherche. Et nous avions souhaité que tous les acteurs de ce secteur le fassent. Quand je disais tous, ça allait vite sur les moteurs de recherche. Le fait est qu'on l'a fait volontairement et on peut aller plus loin de ce point de vue-là. Et donc, pour ne pas trop déborder, je crois que si on arrive à fonctionner sur ces 3 plans, la régulation en restant attaché aux principes fondamentaux, la co-régulation pour faire vivre ces règles précises et l'autorégulation pour ceux qui veulent aller plus loin. Et là, c'est un choix industriel. Et d'offrir effectivement une innovation qui soit plus responsable, on est en situation de trouver les promesses qui sont dans cette économie numérique qui gère et produit de la donnée, parce qu'elle ne fait pas qu'en gérer, en collecter, elle en produit également avec le big data, dans le respect des valeurs qui sont les valeurs de notre société. Et je voudrais terminer par une série de remarques très brèves. La première, c'est que l'enjeu auquel nous sommes confrontés, et je voudrais vraiment remercier le Sénat d'avoir organisé cette table ronde et cette journée même, c'est que c'est un enjeu de civilisation. Et ce n'est pas un enjeu qui se limite à un débat franco-français.
tout le monde ici, je pense, en est conscient, mais regardez, en Allemagne, l'intensité du débat autour de ce sujet. Sigmar Gabriel a publié une tribune, une forme de manifeste de la vision allemande sur ce sujet-là. Et on sait la sensibilité, évidemment, allemande à l'égard de la question des données personnelles. En France, je ne reviens pas sur l'intensité du débat également. Aux États-Unis, on pense que ce n'est pas un sujet. Mais ce n'est pas vrai. La question universelle est un sujet. Et je vous assure que les associations de défense des droits civils et des libertés sont bien souvent beaucoup plus engagées sur ce débat qu'on ne pourrait le voir en France. Et le récent rapport qui a été remis au président Obama sur le big data en mai de cette année, on ne peut pas trouver plus récent, et sur effectivement la question des opportunités à saisir et de la préservation des valeurs. C'est le titre du rapport. Et il y a une série de propositions à la fin, parce qu'on pense que quand on parle de régulation, c'est uniquement la vieille Europe qui veut réguler. Et il y a une série de propositions sur le big data pour tout à la fois bénéficier de ces opportunités et préserver les valeurs. Ça veut dire par exemple, pas de collecte de données dans les écoles, sauf si c'est un but éducation, donc ça veut dire pas de publicité pour les enfants à partir de données collectées. Une réflexion très intéressante sur les risques de discrimination à partir de cet amoncellement et de cette collecte de données, sur la dimension prédictive liée au big data. Et une réflexion, et stop à la discrimination dans le rapport remis au président Obama. Donc ces questions-là sont des questions qui aujourd'hui ne sont pas simplement des questions qui opposent les anciens et les modernes. Ça n'est pas entre l'ancienne économie et la nouvelle économie. Ça n'est pas entre l'Europe et les États-Unis. C'est un sujet qui est un sujet transnational pour lequel il y a véritablement une opportunité, un momentum, comme on dit désormais, sans savoir si c'est, je ne sais plus si c'est de l'anglais ou du latin, c'est une espèce de novlangue en fait. Ce momentum, il nous offre cette possibilité finalement de tirer le meilleur du numérique. Et j'ai l'habitude de dessiner trois familles entre les craintifs du numérique. C'est une mémoire d'Audiard avec les craintifs. Bon, eux, ils ont peur. Le numérique, c'est un danger par design. Il y a les ravis de la crèche numérique. C'est numérique, c'est bien. Et donc, on est heureux by design. Et puis, il y a ceux qui ont une vision progressiste du numérique. C'est-à-dire celle qui repose sur des valeurs fondamentales et qu'on fait vivre ensemble. Moi, je garde une seule image. Elle vient d'une série qui est ma série culte, c'est Le Prisonnier. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est les années 60, Patrick McGowan, et c'est ce type qui essaye toujours de s'échapper de ce petit village formidable, où tout le monde est gentil, où tout le monde est poli, où tout le monde dit « bonjour chez vous », sans que personne sache vraiment qui est le numéro un. Et le dernier épisode qui fait la passion des fans de cette série est ouvert à toutes les interprétations parce qu'il y a des masques qui s'enlèvent. Et Patrick McGowan qui a réussi à s'échapper de ce village si joli, si policé parce qu'il n'est pas très politique en réalité, ce Patrick McGowan, mon interprétation, c'est qu'en réalité, c'est nous-mêmes et que les libertés qui sont abandonnées, ce sont celles auxquelles, finalement, nous avons décidé de renoncer. Et dans ce domaine-là, je pense que le temps des opportunités, c'est le temps de se saisir en tant que citoyen de ce débat. Merci de ces réflexions presque philosophiques. Monsieur Rivière, l'AFDEL n'est pas ravi du numérique. Vous allez plutôt nous parler de ces enjeux de civilisation. Non, on ne fait pas partie des ravis de la crèche numérique, effectivement, mais de ces promoteurs éclairés, on l'espère. En tout cas, merci Madame la Ministre de nous avoir, et merci Monsieur le Président de nous avoir conviés aujourd'hui à débattre de la façon dont les services que proposent les entreprises que nous représentons traitent de la vie privée, porteraient éventuellement atteinte à la vie privée, et en tout cas de la façon dont cela pose des défis en matière de droit. Alors Alain Bazot l'a évoqué, la vie privée, c'est pas un concept stable, ni à travers l'histoire, ni à travers la géographie. Dans le cadre de la démocratie grecque, la vie privée, c'était tout ce qui ne ressortait pas de la gestion des affaires de la cité, tout ce qui n'était pas de l'ordre de la vie publique, finalement tout ce qui n'était pas, tout ce qui ne se décidait pas dans le cadre de cette enceinte qui nous réunit aujourd'hui. Donc c'était pas grand-chose.
finalement, avec les progrès économiques, les progrès du droit de l'individu, la vie privée, le champ de la vie privée s'est étendu, il s'est précisé dans le cadre de la jurisprudence. Alain Bazot a rappelé d'ailleurs aujourd'hui les critères qui définissent ce qu'est la vie privée. Il a aussi rappelé, et je partage son point de vue, la façon dont le numérique fait exploser ses frontières. Alors déjà, la conception anglo-saxonne de la vie privée, la conception des pays latins n'est pas du tout la même. Le numérique fait totalement exploser évidemment ce concept. Est-ce que quand on a 400 amis sur Facebook et 10 000 followers, on est dans la vie privée ou on est dans la vie publique? Et finalement, aujourd'hui, la vie publique de beaucoup d'individus, de Madame Michu et d'autres sur Internet, c'est ce qu'ils exposent de leur vie privée. C'est ça aujourd'hui la vie publique sur Internet, c'est ce que vous consentez à exposer ou à surexposer sur Internet. Donc évidemment, ça change complètement les choses. Alors ces usages qui permettent cette exposition, cette surexposition même, ils sont gratuits. Et là je suis aussi satisfait que ça a été rappelé à plusieurs reprises. Il y a un échange entre le fournisseur de services, l'entreprise, et l'utilisateur qui fait que ce service est gratuit. Et on le souligne de plus en plus, mais il y a encore quelques temps, beaucoup s'étonnaient de voir que les services qu'ils utilisaient collectaient à leur insu des données et qu'ils analysaient ces données et voire qu'ils en commercialisaient les analyses. Non, derrière ça, il y a vraiment le business model principal de l'Internet. Alors, il y a les entreprises qui sont plus ou moins impliquées dans ces business models, plus ou moins impliquées dans la commercialisation de ces données, mais c'est aujourd'hui l'un des business models dominants, évidemment, sur Internet. C'est aussi la source d'innovation dont on n'imagine encore pas ce qu'elles vont fournir avec le big data. On parle de data-driven innovation dans le domaine de la santé, avec tout ce qui est de l'ordre du prédictif au niveau des épidémies, dans le domaine de la gestion écologique du trafic autoroutier, par exemple, et dans plein d'autres domaines, la collecte des données des personnes, les données personnelles, va permettre demain de réaliser des innovations absolument incroyables. Alors, si demain on modifie les termes de l'échange entre l'utilisateur et le fournisseur du service, est-ce qu'on va faire payer ces innovations ? Est-ce qu'on va proposer à l'utilisateur de commercialiser lui-même ces données ? Il y a des théories comme ça assez séduisantes intellectuellement qui prospèrent. On parle également de travail gratuit. Alors je voudrais tordre le cou très rapidement à cette notion de travail gratuit. Le travail, c'est le tripalium. On va revenir au grec. Ou latin d'ailleurs. Et la souffrance, là, quand on fait une recherche sur Google ou sur Bing, la souffrance, elle n'est pas là, a priori. Donc voilà, restons dans un cadre théorique raisonnable. Et ce qui est vraiment essentiel, en fait, dans cet échange, c'est la confiance numérique. C'est la confiance numérique. Alors, l'affaire Snowden a évidemment porté un préjudice certain à la confiance numérique, à la confiance entre l'utilisateur et l'éditeur de services sur Internet. Il y a eu des soupçons, ça a été traité dans la table ronde précédente, mais de collusion entre cette industrie que nous représentons et les agences de renseignement. Ces soupçons n'ont pas été étayés. Il a même été démontré, mon professeur l'a exposé tout à l'heure, qu'il y avait un branchement physique à l'insu des industriels sur le réseau qui permettait de collecter ces données. Dans tous les cas, il y a aussi à travers ce sujet la prise de conscience que Internet ne peut pas être un espace qui échappe au contrôle des États, dans les limites que fixent les règles démocratiques, bien entendu, mais ne peut pas échapper évidemment à la surveillance des autorités de contrôle. Pourquoi ? Parce que de la même manière que Internet décuple les possibilités de communiquer, d'échanger des informations, de faire du commerce, Internet décuple aussi les possibilités de commettre des crimes. C'est pas une vision frileuse du tout d'Internet de dire ça, c'est juste un constat froid qui relève du bon sens.
Donc, pour que la confiance soit garantie, pour qu'elle soit même rétablie, il faut que les règles démocratiques soient respectée, et cette affaire a révélé qu'elle ne l'était pas, heureusement finalement que cette affaire Snowden a permis de porter à la conscience des États et des populations cet état de fait. Il faut aussi qu'il y ait un cadre réglementaire qui garantisse les libertés, qui s'appuie sur la transparence des industriels, et là on doit dire que en tant que représentant industriel, il y a évidemment des progrès à faire en la matière, mais quand on parle de la question du consentement, évidemment, quand on fait des CGU trop longues, on nous accuse de noyer le poisson. Quand on en fait des trop courtes et trop elliptiques, on nous accuse de ne pas traiter tous les cas qui se présenteraient. Et puis, évidemment, l'usage domine, et l'internaute, son choix, généralement, c'est de consommer le service le plus rapidement possible. Alors, c'est pourquoi, effectivement, l'éducation est essentielle. Et là, je rejoins les autres intervenants. On était d'ailleurs participants de l'initiative portée par la CNIL sur le projet de faire d'une cause nationale la question de l'éducation au numérique. La CNIL avait également produit une étude qui démontrait que beaucoup de services sur Internet, beaucoup d'applications mobiles ne disposaient même pas de CGU définissant les conditions d'utilisation qui étaient faites des données personnelles. Ce qui prouve qu'en fait, Internet ne sera jamais un espace totalement sain, totalement sécurisé, et que cette question de l'éducation, elle est essentielle, et que ce n'est pas en rendant le cadre réglementaire le plus coercitif possible qu'on va assurer la sécurité de l'internaute dans cet espace. Alors, nous pensons qu'il ne faut pas non plus rejeter ce qu'apportent les technologies dans la capacité qu'elles offrent à l'internaute de contrôler l'usage qu'il est fait de ces données, en particulier celles de l'anonymisation, qui ont été, à notre sens, trop balayées d'un trait, parce qu'elles permettent de décorréler l'identité des personnes des données qui sont faites. Et puis, aujourd'hui, c'est quand même le navigateur qui permet le mieux de contrôler l'usage qui est fait à travers notamment les cookies et les cookies tiers, qui est fait des données et des traces que l'on laisse sur Internet. Et là encore, on en revient au sujet de l'éducation numérique. Tous les navigateurs n'ont pas les mêmes politiques de gestion des cookies. Donc, la question de l'éducation au numérique, là, elle est essentielle. Et la question du cadre réglementaire aussi, puisque ces outils obéissent au cadre réglementaire. On ne doit pas non plus alourdir le cadre réglementaire pour les PME, parce que le projet de règlement, il s'appliquera pour Microsoft, il s'appliquera pour Google, il s'appliquera pour d'autres grands acteurs internationaux, il s'appliquera aussi pour la PME du quartier qui gère le fichier de ses clients. Alors là aussi, je partage le constat d'Alain Bazot, mais l'AFDET s'est déjà exprimé à plusieurs reprises. On n'est pas non plus pour répondre à des problèmes en créant systématiquement des droits nouveaux. On pense que souvent, il est plus besoin de moyens, que la question est plus de renforcer les moyens, et en particulier des autorités de contrôle. Et donc on s'est prononcé également pour le renforcement des autorités de contrôle comme la CNIL, plutôt que de créer du droit. En France, on a un peu cette tendance-là à créer du droit pour des problèmes, soit d'ailleurs que le droit, je vais y venir, a déjà en partie réglé, soit parce que tout simplement on n'a pas mis les moyens derrière pour s'assurer que le droit est respecté. Et là, je viendrai, pour conclure mon propos, sur la question du droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, en réalité, il existe déjà de façon pas aussi formalisée, peut-être que tout le monde le souhaiterait, mais dans la loi informatique et liberté, qui a un droit d'opposition, un droit à l'effacement, qui sert au quotidien, j'imagine, dans le cadre des activités de la CNIL. Il y a également une directive de 1995, et là, je vais venir rapidement sur la dernière décision de la CJUE. La CJUE, elle ne consacre pas le souhait de la création d'un nouveau droit, puisqu'elle s'appuie sur un socle juridique existant. Simplement, elle a fait rentrer les moteurs de recherche, et c'est ça, selon nous, la véritable innovation. Elle a fait rentrer les moteurs de recherche dans le cadre statutaire des opérateurs de traitement, et donc les rendant de la même manière responsables
au niveau du déréférencement des atteintes à la vie privée qui pourraient être portées aux individus. Alors, ce qui nous pose problème dans cette décision, c'est que finalement les juges ont répondu à un problème en en créant un autre, parce que finalement ils ont rendu les moteurs de recherche responsables de cette définition de la vie privée, dont on a été plusieurs à rappeler que c'est un concept flou et instable aujourd'hui, de décider qui avait une vie publique, qui devait supposer le fait que on déréférence, on désindexe un certain nombre de liens. Bon, il y a tout un ensemble de problèmes techniques que ça pose. Est-ce que, par exemple, les vidéos de l'INA demain seront concernées par ce type de décision? L'INA qui gère le patrimoine audiovisuel de la France. Bon, il y a les véritables questions qui ont été posées et par les journalistes et par les historiens sur ces sujets. Donc, on se pose quand même la question de savoir si, en garantissant les droits de l'individu de la sorte, et on ne conteste pas la qualification d'opérateur de traitement sur la question des moteurs de recherche, on ne crée pas un nouveau problème qui concerne celui de la neutralité du search, de la neutralité de la recherche sur Internet, qui est un problème également essentiel. Merci. Merci. Merci à vous. J'ai gardé, peut-être par amitié ou parce que nous avons déjà travaillé ensemble, Madame Falque-Pierrotin, votre intervention en dernier lieu pour nous dire comment justement la CNIL s'est attachée à instaurer cette confiance du numérique. Merci. Merci. Bonjour à tous. Et pardonnez-moi d'abord d'être arrivé en retard, mais j'étais retenue par la séance plénière de la CNIL. Alors, beaucoup de choses ont été dites, et vu l'heure, je ne vais pas les redire à mon tour. Donc, je voudrais juste angler mon propos sur quelques réflexions et quelques propositions, en réalité, par rapport à l'actualité. Le changement d'univers, je crois qu'on est tous d'accord. On est face à un changement absolu d'univers, au sein duquel, désormais, les données sont absolument centrales. Tout ceci apporte des bénéfices considérables. Je crois qu'on est tous d'accord également, que ce soit des bénéfices économiques, sociétaux, individuels, collectifs. Il faut absolument, je dirais, préserver ces bénéfices. Mais dans le même temps, on voit bien que ce nouvel univers induit par construction des possibilités de ciblage, voire dans certains cas de surveillance des individus, qui doivent être contrôlés. D'autant que est intervenu Prism. Prism a dévoilé, dans le fond, un écosystème très opaque, avec des relations entre le public et le privé qui ne sont pas simples. Prism, d'une certaine manière, nous a fait tomber dans le mauvais côté de la surveillance. Et en plus, Prism a illustré le fait que les remparts juridiques, et je pense notamment au Safe Harbor, qui est donc cet accord entre les États-Unis et l'Europe sur les flux de données, dans le fond, n'avaient pas fonctionné. Donc, le risque que nous avons en face de nous collectivement, c'est un risque, et ça a été mentionné à plusieurs reprises, dans le fond, d'une crise de confiance par rapport à cet univers, alors qu'en réalité, cet univers, encore une fois, est porteur d'extrêmement beaucoup d'innovation. Donc la question qui est la nôtre, c'est comment reconstitue-t-on de la confiance et à quel niveau? Alors, je crois que par rapport à cette question, il n'y a pas une réponse univoque. Il n'y a pas un acteur qui a la capacité de remettre l'ensemble de l'univers en confiance. Ça, moi, je n'y crois pas du tout. Je crois que ce que nous devons faire, c'est des actions simultanées à tous les échelons, à tous les acteurs, auprès de tous les acteurs, pour effectivement reconstituer ce cadre de confiance. Et ce cadre de confiance, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire, mais disons que moi, je pourrais peut-être l'évoquer autour de deux notions qui sont: les gens demandent de la transparence, plus de transparence, ça a été dit très clairement
après l'affaire Snowden, et ça nous remonte absolument partout, et ils demandent plus de maîtrise, à la fois plus de maîtrise individuelle et plus de maîtrise collective, voire nationale. Donc, rôle des acteurs économiques. Comment est-ce que les acteurs économiques peuvent aider, dans le fond, à cette meilleure transparence et à cette meilleure maîtrise? Alors, Yves Lemoyle nous dit, dans le fond, il ne faut pas trop de lois. L'autorégulation, finalement, ça fonctionne bien. Et peut-être ça suffit même. Alors, je crois qu'il a raison, et c'est d'ailleurs pour partie la réponse du règlement, du projet de règlement européen. Le projet de règlement européen, il vise à constituer une nouvelle couche de régulation qui est l'accountability. Qu'est-ce que l'accountability, si ce n'est la responsabilisation des entreprises pour intégrer beaucoup plus qu'elles ne le font aujourd'hui ces préoccupations informatiques et liberté. Et nous, au niveau de la CNIL, nous pratiquons dans le fond ce renvoi vers les entreprises à travers des outils, à travers des relations nouvelles, de façon extrêmement active depuis maintenant plusieurs années. Donc je crois qu'effectivement, il y a une part importante de la réponse qui vient par les entreprises et par leur intégration de cette préoccupation informatique et liberté, beaucoup plus qu'elles ne le font. Mais encore faut-il qu'elles le fassent. Et la difficulté, ça a été mentionné par Alain Bazot, par exemple, c'est que la transparence, elle n'est pas du tout là. Les clauses contractuelles sont extrêmement opaques, elles sont extrêmement compliquées. Lorsqu'on parle de privacy by design, il y a encore beaucoup à faire là-dessus. Donc, oui, il faut que se développe la responsabilisation des entreprises, mais il faut qu'elles en prennent la mesure. On a parlé des questions de sécurité et des failles récentes concernant un acteur des télécommunications. Nous, au niveau de la CNIL, nous voyons bien qu'il y a une culture de la sécurité des données personnelles qui est très insuffisante en France. Donc, appuyons-nous sur la responsabilisation des entreprises, mais que celles-ci, entre guillemets, soient pleinement conscientes des responsabilités qui seront les leurs au regard du projet de règlement. Deuxième chose au niveau des entreprises, je crois qu'il faut que celles-ci aident à ce que les droits actuels des particuliers soient plus effectifs. Il n'y a peut-être pas besoin de créer de nouveaux droits, mais il faut effectivement que le droit d'accès, le droit de rectification, le droit d'opposition, peut-être le droit à l'oubli, soit véritablement effectif. Or, aujourd'hui, nous le voyons à travers nos plaintes, à travers toute une série de témoignages de particuliers, ces droits ne sont pas suffisamment effectifs. Donc, nous avons pensé faire un certain nombre de propositions dans le cadre du projet de loi de Madame Le Maire. Par exemple, que ces droits puissent être mobilisables online. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. On doit pouvoir les faire à distance, les articles 38 à 40. Et nous avons également proposé qu'il puisse être délivré au particulier qui exerce son droit une preuve, une sorte d'accusé de réception de l'exercice de ce droit. Peut-être que ça lui servira à rien, mais peut-être que dans le cadre d'un contentieux ultérieur, ça le servira. Donc, c'est des petites choses, mais ça permettrait de donner à ces droits qui sont en fait extrêmement puissants en termes de transparence, une effectivité qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Alors, je voudrais dire un mot d'une proposition qui se répand ici ou là concernant ces droits, qui est la proposition sur la propriété des données personnelles. Il y a un certain nombre de gens qui disent, finalement, pour résister, par exemple, par rapport à ces grandes entreprises de l'Internet, qui s'approprient des données que nous leur laissons collectivement gratuitement, la réponse, ce serait que les individus deviennent propriétaires de leurs données personnelles. Moi, je crois que c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, d'une part parce qu'elle s'inscrit très en rupture avec toute l'approche française, européenne, humaniste de la protection des données, qui est que celle-ci n'est pas un instrument patrimonial, c'est un élément de droit fondamental.
mais surtout parce que ceci n'apportera rien et que ça apportera même moins que le système actuel. Pourquoi? Parce que dans le système actuel, même si vos données sont traitées par des tiers, Google, Facebook, l'État français ou le gouvernement américain, vous avez des droits sur vos données. Vous pouvez demander que celles-ci soient rectifiées, vous pouvez demander que celles-ci soient supprimées. Si vous devenez propriétaire de vos données et que vous les abandonnez, c'est-à-dire que vous les cédez, vous n'êtes absolument plus détenteur d'aucun droit sur les dites données. Donc je crois que cette question de la propriété des données, cette proposition de la propriété des données, ça n'est pas une bonne idée, même si elle apparaît, je dirais, séduisante a priori, ça n'est pas une bonne idée et il ne faut pas, je dirais, la laisser se développer dans notre environnement français et européen. Deuxième famille d'acteurs, et il ne faut pas les oublier, les acteurs publics. Comment est-ce que les acteurs publics participent, dans le fond, à cet effort collectif de transparence et de maîtrise? Et on voit bien que, dans l'affaire Snowden, il est demandé aussi, à la suite de Snowden, aux acteurs publics d'être plus transparents. Nous avons fait 2 propositions. Première proposition, nous avons proposé, et ça a été d'ailleurs relayé par le G29, donc par le groupe des CNIL européennes, que les services de renseignement français, les fichiers de ces services, ce qu'on appelle des fichiers de souveraineté, puissent faire l'objet d'un contrôle externe. Aujourd'hui, ces fichiers ne sont soumis à aucun contrôle extérieur au département ministériel dont ils relèvent. À la CNIL, nous considérons que ça n'est pas sain. Ça n'est pas sain parce que ça nourrit un soupçon vis-à-vis du fonctionnement de ces fichiers. Donc, depuis quelque temps, moi j'ai proposé au ministre de l'Intérieur et aux autres autorités publiques que l'on puisse appliquer, d'une façon évidemment adaptée, mais à ces fichiers, un contrôle de la CNIL comme nous le faisons sur les autres fichiers de police. J'espère que dans le cadre de la proposition de Madame le maire, cette proposition pourra être reprise parce que je crois qu'elle apporte un bénéfice démocratique vis-à-vis du fonctionnement de ces fichiers. Et il ne s'agit pas de contrôler le renseignement. Ça, il y a des comités parlementaires dont c'est le métier. Il s'agit simplement de vérifier que le fonctionnement de ces fichiers, stricto sensu, donc des outils, se fait dans le respect des droits des personnes. Deuxième remarque que je voudrais faire concernant la transparence des acteurs publics eux-mêmes, je crois qu'un des éléments de la transparence, c'est, et ça a été dit par un certain nombre des orateurs précédents, c'est dans le fond la lisibilité du cadre juridique. Que le cadre juridique qui s'applique aux acteurs économiques ou aux personnes, que ce cadre juridique soit clair. Et malheureusement, je crois que ce cadre juridique, il n'est pas toujours suffisamment clair. Alors, aujourd'hui, on a un enjeu immédiat, c'est l'invalidation de la directive sur la conservation des données de connexion. Cette directive, au niveau de la CNIL, nous avions d'ores et déjà fait un certain nombre, dans les textes d'application de la dite directive, d'observations attirant l'attention sur la nécessaire proportionnalité entre l'obligation de conservation qui pèse sur les opérateurs de télécommunications et la préservation des libertés. Ces arguments, dans le fond, ont été confirmés par la position de la Cour de justice. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des sollicitations directes qui se forment auprès de la CNIL, de la part d'acteurs du marché, nous disant est-ce que nous devons conserver, dans quelles conditions? Donc je crois qu'il faut absolument, et je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui, que le législateur puisse prendre très vite ses responsabilités pour clarifier le champ de l'article 34.1 du Code des postes et télécommunications sur les obligations qu'il fixe en matière de conservation des données de connexion. Troisième acteur, évidemment, c'est le régulateur. Comment faire en sorte que le régulateur soit à la fois plus transparent et plus en maîtrise? Plus transparent, on a fait des propositions pour que
nos avis puissent être plus facilement rendus publics et que la CNIL puisse être mobilisée, notamment dans le cadre des propositions de loi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on a proposé à Madame le maire que nous puissions être saisis par le Parlement sur ces textes. Et puis je mentionne deux propositions, et ça fait écho un petit peu à ce qui a été dit par Alain Bazot, pardon, excusez-moi, Alain Bazot, sur la gouvernance des autorités. C'est effectivement dans le projet de règlement européen un point extrêmement sensible de savoir comment va s'organiser la coopération entre autorités de protection, entre la simplicité via un guichet unique et quand même la compétence nationale des autorités par rapport à leurs propres plaignants. Et donc nous avons fait au niveau du G29, enfin, au niveau de la CNIL, puis ensuite au niveau du G29, une proposition pour finalement concilier ces deux logiques et je crois bâtir une gouvernance qui est assez intéressante et assez efficace en matière de protection des données. Et pour ce qui est d'accroître la maîtrise du régulateur national, je crois qu'une des choses que l'on peut faire assez vite, c'est d'ajuster notre niveau de sanction. Et c'est effectivement ce qui a été demandé à Madame le maire, c'est-à-dire permettre à la CNIL d'avoir un niveau de sanction qui soit un peu plus élevé par rapport aux mastodontes qui sont nos interlocuteurs. Voilà, pardonnez-moi de ce traitement un peu rapide de la question, mais vu l'heure, c'était un peu compliqué. Merci beaucoup. Voilà pour cette table ronde qui se tenait la semaine dernière au Sénat et qui portait sur la vie privée, les entreprises et le numérique. Table ronde qui était présidée par Anne-Marie Escoffier, ancienne ministre, sénatrice RDSE de l'Aveyron et qui fut à l'origine de l'un des premiers rapports sénatoriaux sur le droit à la vie privée. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions et toutes les tables rondes sur notre site sur publicsénat.fr. Très bonne fin de journée sur les chaînes parlementaires.